Merci beaucoup. J'allais dire merci beaucoup pour cette présentation élogieuse que j'ai moi-même rédigée. Euh, donc, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous parler un peu des recherches en santé connectée qui se font et qui veulent se faire au LATES. Euh, c'est un nouvel axe de recherche pour le LATES. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en chantier. Voilà. Euh, alors, c'est lequel le bouton qui fait avancer? Les informaticiens, on n'est pas très fort dans le keyboard. Ok, c'est bon. Donc, je vais vous parler rapidement du LATES, c'est quoi? Euh, Après, un peu parler des recherches en santé connectée au LATES, deux mots sur les perspectives et après, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Cool. OK. LATES, ça veut dire quoi? Alors, ça sonne bien. Aujourd'hui, ça s'appelle Laboratoire de recherche transdisciplinaire sur les écosystèmes informatiques. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est parce qu'en fait, on a voulu réutiliser l'ancien sigle euh, ouais, qui est laboratoire de recherche sur les technologies du commerce électronique. Donc, c'était à la création du LATES, c'était ça le nom. Donc, aujourd'hui, c'est 30 professeurs à peu près et plus de 120 HQP actifs, donc entre étudiants, premier cycle, deuxième cycle, doctorat et postdoc. C'est un laboratoire dans la marque de commerce et multidisciplinaire. C'est vrai qu'on est historiquement et majoritairement des informaticiens, mais on a aussi des personnes en sciences de gestion. Ça peut s'expliquer un peu par l'historique. Et de plus en plus de gens en santé, aussi communication et même sciences politiques. Voilà. C'est aussi multi-institutionnel avec l'essentiel du membership de l'UQAM. Il y a aussi quelques personnes de Concordia, l'ETS en fait, tous mes anciens étudiants vont à l'ETS et donc ils gardent le lien là-bas. Euh, c'est un laboratoire très productif. Je pense que ça fait partie je ne sais plus quelle demande de subvention, mais juste pour les membres réguliers pour la période 2015-2021. Donc voilà, donc ça vous donne une idée. C'est du monde qui travaille. Et toutes nos moyennes ont à peu près été multipliées par deux depuis que Mylène a rejoint le LATES depuis à peu près 2 ans. Voilà. Alors, ça ressemble à quoi un écosystème informatique? Ce diagramme doit être familier pour Monica, je crois au moins. Peut-être qu'elle l'a déjà vu. Donc, pour nous, pourquoi on appelle ça écosystème informatique? Parce que les patentes dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas juste que du logiciel qui roule sur un serveur, mais c'est tout un tas de paquets de choses qui, ensemble, font une application. Donc, pour être dans le thème de la santé, on peut imaginer un système où j'ai un patient qui interagit, qui a un ensemble d'appareils, des devices qui peuvent être des bracelets, qui peut aller sur son écran ou sur son téléphone, euh, qui va rentrer des données, soit directement, soit c'est des données qui vont être mesurées automatiquement. Donc, ça s'en va vers des relais. Euh, et ces informations, après, vont dans le nuage. Donc, une infrastructure informatique partagée. Comme quelqu'un disait, il n'y a pas de nuage. There's no cloud, it's just somebody else's computer. En tout cas, donc, il y a une infrastructure qui existe quelque part. Et ce sont des applications donc, où on va réagir à l'entrée immédiate. Donc, très souvent, mais on va aussi peut-être accumuler des données pour en apprendre plus sur l'individu, sur l'environnement, etc., pour mieux réagir dans le futur. Donc, dans cette boucle de traitement qui se fait essentiellement dans le nuage, ce qu'on va avoir, c'est d'abord, on agrège les données parce que si un bracelet émet un signal toutes les 5 secondes, c'est pas vrai qu'on a besoin de réagir toutes les 5 secondes. À moins que la personne soit hospitalisée
unité de soins intensifs. Donc, filtrer, agréger, réagir selon un modèle qui permet d'agir vite. Et puis, ces données sont accumulées par un modèle d'apprentissage que vous voyez en orange. Alors, d'un autre côté, on peut trouver d'autres usagers qui participent à ce processus. Et dans ce cas particulier, donc, on a pris l'exemple de personnel médical. Donc, c'est une personne qui, au besoin, serait alertée par ce qui se passe du côté du patient ou des informations qui vont s'accumuler dans une base de données qui pourrait être consultée par la suite. Donc, c'est ça que nous appelons écosystème informatique et nous nous intéressons à ces questions-là. Au fruit d'un long exercice de positionnement stratégique que le LATES a fait il y a 2 ans avec une spécialiste en stratégie, nous sommes arrivés avec cette mission. Donc, c'est construire de manière multidisciplinaire des applications connectées qui sont robustes, centrées sur l'humain et socialement responsables. Donc, le mot socialement responsable, j'essaie de whitewasher mes propres recherches sur les expériences usagées pour le commerce. Donc, on dit, oui, il faut qu'on soit socialement responsable. Ça a été assez laborieux d'arriver à cet énoncé dans un laboratoire multidisciplinaire. Voilà. Donc, c'est ça l'objet de nos études. Ce que vous voyez en horizontal, c'est un peu les grands axes de recherche qu'on peut assimiler aux différentes couches d'un système informatique. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour bâtir ces applications-là? Donc, il faut s'intéresser à l'infrastructure, ce qu'on appelle ici infrastructure engineering. Donc, ce qui est matériel et le lien entre matériel et le logiciel. Après le génie logiciel, donc il faut les construire, ces applications-là. Ce qu'on a regroupé de façon générique sous Applied AI, donc l'intelligence artificielle appliquée, pour toutes sortes d'affaires. On a des chercheurs qui s'intéressent à des considérations d'éthique et de, en fait, sécurité, la protection de la vie privée et éthique. Parmi les membres, il y en a un, Sébastien Gantz, qui est un chercheur de recherche du Canada sur l'analyse de données massives respectueuses de la vie privée. Et Maud Bonenfant, qui est une chercheure en communication, qui a aussi une chaire de recherche du Canada sur à peu près la même chose, mais du côté communication. Voilà. Et parmi ce que dans le jargon plus business, on dit les verticaux, donc le type d'application, ben, on a l'aspect santé connectée, un peu moins ce qui s'appelle génériquement du smart retail. Donc, c'est des applications pour le commerce et le marketing. Le nombre d'étoiles, ça montre un peu en termes de masse de chercheurs, mais aussi en termes de brillance, shine. Donc, les deux axes, je dirais, qui sont les plus lourds au LATES, c'est un peu le génie logiciel et la santé connectée. C'est pour cette raison-là que je fais partie. C'est pas lourd parce que j'en fais partie, mais j'en fais partie parce que c'est là que ça se passe. Donc, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est la santé connectée. Je ne vais rien vous apprendre, mais juste pour qu'on soit d'accord un peu sur de quoi ça parle. Pour moi, c'est nouveau. Je vais parler un peu d'enjeux pour le LATES. Donc, c'est quoi les enjeux particuliers en recherche? Et un échantillon de projets, comme j'ai dit, des fois, c'est des projets de projets. Donc, c'est des idées de projets qu'on veut réaliser, mais qui n'ont pas encore démarré. Voilà. Vous pouvez me poser des questions pendant que je parle. Il me fera plaisir d'y répondre. Sinon, je vais continuer. Je vous passerai le micro à ce moment-là. Thank God for Wikipédia. On peut devenir expert intermédiaire en 2 secondes. Donc, définition de c'est quoi santé connectée de Wikipédia. Donc, c'est un modèle socio-technique, ça c'est intéressant. Donc, socio-technique, de gestion et de prestation de soins de santé en utilisant les TIC pour fournir des services de santé à distance. Voilà. Donc, de mieux en emphase l'aspect socio-technique, ça veut dire c'est des personnes, des processus et de la technologie.
Donc, entre autres, ça appelle à une approche multidisciplinaire et c'est une marque du lattès. Des fois, c'est un peu dur à vendre avec les organismes subventionnaires, avec les partenaires potentiels de recherche. Des fois, c'est what's your brand, what's your brand, what's your brand. Multidisciplinarité is not a brand. C'est une fin. Non, c'est un moyen pour une fin. Alors, des fois, la vente est un peu dure. Définition d'un chercheur Richardson qui s'intéresse à la santé connectée. Donc, prestation de soins de santé centrés sur le patient, pilotés par des processus bien définis, impliquant d'un côté les professionnels de la santé et de l'autre les patients ou les autres supportés par l'éthique. Nos écosystèmes informatiques. Donc, on a les intervenants. Et évidemment, j'ai souligné ce que je considère comme les mots-clés, centré sur le patient. Ça, c'est super important, évidemment. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Santé connectée versus télésanté versus télémédecine, c'est quoi la différence? Apparemment, c'est ça. Télémédecine, donc mise en œuvre de processus cliniques traditionnels à distance. On en a connu beaucoup pendant la pandémie. Donc, diagnostic, surveillance et chirurgie robotique. J'ai découvert récemment qu'un robot qui m'a opéré avait des bugs en écoutant une présentation de génie logiciel. Je dis à un chercheur après, je suis content de ne pas l'avoir appris avant de subir la chirurgie. Comment il s'appelle déjà le robot là, ça va me revenir. Télésanté, donc ça couvre d'autres services de santé dans la gestion des soins et le partage de données. Donc, et finalement, la santé connectée, ça regroupe tout ça, mais surtout, ça englobe de nouveaux processus et ça met le patient au centre comme acteur. Voilà. Les motivations pour la santé connectée, je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, une meilleure prestation des services de santé traditionnels. Ça, dans le domaine de la santé, de ma brève expérience travaillant avec des gens en santé, évidemment, on n'aime pas beaucoup mettre d'abord de l'avant les économies, parce qu'on n'aime pas que ça devienne de la santé à rabais. Mais par contre, un critère non discutable, c'est l'accessibilité. C'est que moins cher ou pas moins cher, si je peux faire un reading d'un facteur physiologique sans me rendre à l'hôpital ou à l'urgence, c'est déjà ça de gagner. Donc, question d'accessibilité, efficacité, la qualité de soins aussi, des suivis plus rapprochés, ainsi de suite. Autre facteur important, je n'ai pas besoin de vous le dire, une vision de la santé centrée sur les patients qui deviennent partie prenante. Donc, responsabiliser les patients, et c'est eux qui peuvent déclencher certains processus liés à la santé. Donc, le patient participe activement à des actes médicaux, soit initiés par les professionnels de la santé ou bien initiés par elles ou eux-mêmes. Donc, tout à l'heure, peut-être que je vais parler tout à l'heure de tout le volet que nous avons importé, que nous avons hérité de la médecine comportementale. Donc, ça c'est un volet où les applications en santé connectée sont très intéressantes. Aussi, collecte et partage de données. Donc, au Québec, on a le dossier de santé électronique. Et je dirais de façon plus générale, surveillance populationnelle, on devient plus sensible à ces aspects-là en temps de pandémie, n'est-ce pas? Donc, avoir la possibilité de colliger des données avec nos applications, tout en respectant l'anonymisation des données. Je dirais, et ça existait déjà, c'était déjà le cas avant la pandémie, donc ça devient de plus en plus intéressant aujourd'hui. Un type d'application
C'est ce qu'on appelle dans le Remote Patient Monitoring. Donc, j'ai oublié sur quel site j'ai trouvé ça, mais en tout cas, ça montre une croissance composite aggregate, je ne sais pas quoi, la CAG, de 26% par année, et c'est des milliards. Des milliards, des milliards. Donc, si on veut aller en business technologie, c'est là-dedans. C'est un marché qui grandit, très intéressant, beaucoup plus proche du génie. C'est que essentiellement, c'est du logiciel qui sert. Donc, c'est à peu près trois quarts logiciel qui sert. Voilà. Euh, donc là, je vais parler un peu, c'est quoi les enjeux pour la test. Donc, parmi toutes les problématiques auxquelles on va faire face pour la mise en œuvre de ces applications, nous, à quoi on s'intéresse. Le champ est quand même pas mal vaste. Euh, donc, pour que tout ça, ça fonctionne, bon, ça prend d'abord tous les défis matériels. Ça, c'est un beau terme, c'est interstitiel. Ça, c'est la traduction du terme qui dit middleware. En fait, middleware, c'est le logiciel de bas niveau qui permet à des appareils de communiquer. C'est du niveau du système d'exploitation. C'est comme Windows ou macOS, mais pour des petits appareils. Donc, c'est la chose qui va faire que les différents devices vont pouvoir se parler. Donc, c'est pas facile. Euh, et il faut faire des recherches là-dessus. Aussi, tout ce qui est la communication, évidemment, les différents devices vont utiliser des protocoles différents, etc. Et puis nous, on doit s'assurer que tout doit fonctionner. Parmi les enjeux auxquels les chercheurs du LATES s'intéressent, il y a aussi la question de comment faire de telle sorte que ces appareils aient une autonomie au niveau de la batterie qui soit la plus longue possible. Céduler à quel moment est-ce qu'elles doivent communiquer avec les relais, comment on fait si on est à un endroit où on n'a pas accès à des relais informatiques, comment est-ce qu'on peut faire pour que les devices se parlent entre eux et relayent l'information, etc., etc. Donc, il y a plein d'enjeux à ce niveau-là et les chercheurs du LATES sont actifs là-dedans. Un gros morceau que j'ai formalisé en ma propre sauce, comme je l'ai dit dans ma biographie. Bon, j'ai fait des recherches de doctorat en intelligence artificielle, mais la vieille version d'intelligence artificielle. Donc, j'ai eu mon doctorat en 88. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a des personnes probablement qui n'étaient pas nées encore. Donc, c'est sur la représentation de connaissances qu'on appelle l'IA symbolique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus du machine learning. Donc, moi, c'était un peu là-dedans, mais ça ne va pas disparaître le besoin de représenter des connaissances. Euh, et donc, l'idée un peu, c'est représenter les connaissances du domaine, pardon, les connaissances du domaine pour réagir proprement et apprendre. Si on pense à une application de monitorage de patients, okay, c'est une application qui est supposée être dormante, c'est-à-dire c'est pas une patente qu'on a au téléphone qui nous envoie une alerte toutes les 15 secondes, sinon on va tanner, on va les tanner. Donc, c'est supposé être dormant. Ça va réagir à des événements externes, à des lectures que l'application va faire à travers les différents appareils. Et les concepteurs de ces applications-là, soit on essaye d'imaginer tous les scénarios possibles de qu'est-ce qu'on peut recevoir comme données et comment est-ce qu'on peut réagir, ou bien parce que nous, on a un modèle de comment c'est supposé fonctionner. On sait que si je monte les escaliers, mon rythme cardiaque est supposé augmenter. Donc, est-ce que je le programme explicitement dans l'application ou est-ce que je décris ici l'enjeu, c'est que je vais équiper l'application avec un modèle de comment je suis supposé fonctionner et l'application va suivre ce modèle plutôt que le développeur ou le programmeur va
anticiper une situation possible et lui dire quoi faire à chaque instant. Donc, c'est comme ça que je l'explique. Puis on essaie de, pour toutes ces applications ambiantes, hein, donc c'est pas comme une application bancaire, je l'ouvre, je veux faire un dépôt ou un paiement. J'ai une séquence d'étapes bien déterminée, il n'y a pas d'inconnu. Pour les applications que j'appellerais d'intelligence ambiante, comme probablement, on voudrait que les applications de santé connectée le soient, ce n'est pas une application qui va marcher tout de suite. On ne voudrait pas qu'elle le fasse. Sinon, je vais l'éteindre. Donc, c'est tout le travail à ce niveau-là. Le génie logiciel, je suis ingénieur à la base. Donc, il faut que tout ça, ça fonctionne. Et en fait, faire une application de bout en bout, c'est pas compliqué. Euh, Par contre, lui donner des qualités souhaitées de robustesse, que l'application peut accommoder la charge. Donc, si on fait des proof of concept avec 5 ou 6 usagers, ça marche. Si c'est une tiers de la population du Québec qui a une application comme ça dans son téléphone, ça commence à faire du volume. Donc, c'est pour toutes les qualités que l'on ne voit pas, c'est pour que ça marche. Donc, dans de load balancing, robustesse. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive si le réseau coupe? Il faut que l'application continue de fonctionner en mode dégradé peut-être, mais il faut que ça continue de fonctionner. Je vais accélérer un peu. Après, il y a toute la question de user experience. Donc, pour s'assurer que l'application est efficace. Et là, j'utilise le terme efficace au sens large. Si c'est une application en commerce, ben, c'est pour que les gens achètent plus de cochonneries. Okay. Donc, l'objectif dépend du domaine d'application. Si c'est en santé, ben, c'est pour que c'est pour que les personnes utilisent l'application, pour qu'elles donnent les bons conseils, pour que l'application soit, là je vais anthropomorphiser, pour que l'application soit sensible à l'état d'âme et aux conditions du patient. J'ai voulu jouer avec un bracelet de fait pour voir si je peux le programmer. Et puis quand j'ai installé l'application qui vient avec, au début, ils font une évaluation de My Fitness Level. Et puis donc, j'ai donné les chiffres, poids, taille, machin, âge. Et puis ça dit You fail. C'est méchamment motivant. Continue. Donc, j'ai jeté l'appareil et l'application à la poubelle. Je suis même plus curieux de savoir comment ça marche. Bon. Voilà. Alors, un échantillon de projets euh, autour de ces thématiques-là. Euh, donc, c'est des projets qui sont à différents stades. Il y en avait qui étaient des projets pilotes. Il y a des projets donc, comme le premier qui s'est terminé. Euh, un projet qu'on a commencé avec Christian Duval, que vous connaissez, enfin, certains d'entre vous connaissent. Donc, les objets connectés et l'IA pour la prévention de chute, je vais en parler. IA appliqué à la santé avec mon ami Hélène. Donc, j'ai essayé de dire ça le plus fidèlement possible, mais il était trop tard pour t'appeler pour vérifier. C'était à peu près minuit et quart. Donc, je sais que tu ne travailles pas, mais minuit et quart, je n'ai pas osé appeler. Et ce que je décris de façon globale comme éthique pour la santé comportementale, pour la médecine comportementale. Voilà. Donc, l'histoire de ça, c'est. Bon, moi, je trouve que c'est intéressant. La genèse de ce projet-là, c'est la faculté des sciences de l'UQAM et l'école de sciences de gestion ont organisé un événement en 2016, ou non, en 2017, je crois, qu'ils ont appelé Expert Santé. Donc, c'est un événement de maillage entre les gens, entre les gens de la faculté des sciences et les gens à l'école de sciences de gestion. Expert, c'est X, et puis PAIR, P-A-I-R. Voilà.
Donc, ils nous ont placés dans des tables et ils nous ont dit come up with something. Ils l'ont dit en français parce que c'est du Ghana. Donc, on s'est retrouvés dans la même table, à peu près les personnes qui sont là, sauf mon étudiant, mais sans vrai rien fait. Mais on s'est retrouvés, donc mon ami Zandra, que peut-être vous avez croisé, Zandra Balbino, qui est professeur de marketing, Igal, qui est génie industriel, il est à l'école de sciences de gestion, il est spécialiste dans la gestion des opérations. Il en connaît un peu sur la gestion des opérations hospitalières. Mounir, mon ami Mounir, qui s'appelle Jack of all trades, expert in the field. Donc, c'est quelqu'un qui a un background connu en statistique, en machine learning, en hardware, en excellent chercheur de renaissance, comme on n'en fait plus, et moi-même. Donc, ce qu'on a pu trouver comme brainstorm moussé avec des consommations liquides et solides, c'est IoT pour la surveillance. Ah oui, le titre du projet, c'était IoT as Frugal Innovation for Remote Patient Monitoring. Parce que Zambra s'intéresse à Frugal Innovation, donc l'innovation frugale. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie la plus récente, mais de façon frugale, donc pour que cette technologie puisse être utilisée par des personnes qui n'habitent pas nécessairement dans un appartement intelligent. Donc, que la technologie soit accessible, soit robuste et pas chère. Et donc, l'idée qu'on avait trouvée, c'est Mounir a dit ton téléphone cellulaire peut servir comme relais dans la chaîne que j'avais montrée sur les écosystèmes informatiques. Et donc, on a dit OK, let's go. Enfin, non, on a dit Iman, go. Et donc, c'est Iman, elle a développé ce qu'on appelle dans le jargon un proof of concept technologique. Donc, une preuve de concept ou on appelle ça preuve de concept architectural. Donc, on a trouvé des capteurs, je sais quoi, qu'on porte au passé. Ça se sert du téléphone et puis ça envoie des données sur une application qui roule sur le cloud qui envoie des alertes soit par téléphone, soit par. Donc, ça marche bien, c'est pas compliqué. Euh, Deuxième projet qu'on essaye encore de faire financer. Nous, on pense que c'était une sacrée bonne idée. Mais bon, ça, ça viendra sous une forme, sous une forme. Donc, c'est les mêmes personnes, plus Christian, plus Mylène a embarqué aussi à un moment donné. Donc, c'est l'idée de faire des devices qui font la prévention de chute. La détection de chute, c'est bien, mais c'est trop tard. Euh, c'est mieux que rien, mais c'est déjà trop tard. Et l'idée de Christian, c'était de dire, en fait, bon, pas besoin de vous dire ça à l'IUGM, mais une grande partie de chute arrive la nuit quand des personnes âgées veulent aller aux toilettes et puis ne sont pas nécessairement surveillées ou le proche aidant est en train de dormir ou les infirmières sont débordées ou whatever. Et la personne essaye de se lever toute seule dans le noir et puis boum, avant que qui que ce soit puisse réagir, la personne est déjà tombée. Donc le mal est déjà fait. Et l'idée du Christian, c'était de dire, en fait, est-ce qu'on peut essayer de détecter d'identifier les patrons de mouvement d'une personne qui se lève, qui essaye de sortir du lit. Donc, Christian a appelé ça Getting Out of Bed Sequence, des Goop Sequence, Getting Out of Bed. Et donc, l'idée, c'est d'attacher je ne sais pas comment on appelle ça. Ça, c'est bracelet, ça, c'est quoi? Un chevilé. Euh, donc, il faut que ce soit non intrusif, ça ne dérange pas qu'on le mette et qu'on l'oublie. Euh, et en fait, il a fait des essais ici. Et oui, on peut détecter
à 2 ou 3 secondes, on peut identifier quelqu'un qui va se lever. Des fois, c'est juste parce qu'ils savent allumer la lumière. On appelle ça la descente, un peu désorienté. Donc, déjà, juste allumer la lumière automatiquement, c'est déjà un plus. Et donc, oui, c'est possible. Donc, les résultats de l'étude préliminaire montrent que oui, c'est possible. On arrive à identifier un pattern très spécifique d'une séquence de quelqu'un qui se lève du lit, par opposition à juste quelqu'un qui bouge dans le lit, comme on le fait tous, donc qui tourne, etc. Oui, il y a une séquence particulière. Voilà. Et donc là aussi, l'idée, c'est dépendant de dans quel environnement on est. L'application peut être plus ou moins compliquée. En, on a dit il y a la version Walmart qu'on peut acheter chez Walmart justement pour 60 $. Ou il y a un modèle d'apprentissage qui est déjà euh, imprégné dans le système. Donc, c'est la séquence de machin typique pour une personne avec telle tranche d'âge et tel niveau de frailty ou plus la version au milieu institutionnel, donc dans un hôpital, dans un CHSLD, où là, il va y avoir une mise à jour, une mise à jour récurrente, connectée. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. À chaque fois, on nous sortait l'idée, oui, mais il y a des matelas qui font ça. Bon, oui, mais les matelas, ça ne marche pas très bien. Il y a toutes sortes de raisons. Et puis, le matelas détecte quand la personne n'est plus sur le lit. Pour nous, c'est déjà... Là aussi, c'est déjà un peu tard. Mais bon, en tout cas, on arrivera un jour à convaincre quelqu'un de financer ça. Ou un produit sortira et puis on se dira, ah, on vous a dit. We told you. Prochain, sans le masque. Donc, IA appliqué à la santé, évidemment, c'est un champ très vaste. Euh, mais un domaine particulier qui, je dirais, qui pour le moment est pas mal un angle mort de la recherche du type machine learning, qui se focalise beaucoup sur les domaines où on a beaucoup de données. Donc, nous, on aime bien tout ce qui est frugal. Donc, c'est l'IA frugale et explicable en présence de peu de données. Tu peux en parler ou là, c'est bon. Okay. Donc, ben, c'est ça. Donc, typiquement, dans les études cliniques, on n'a pas des dizaines de milliers ou de centaines de milliers de, de points de données qu'on peut utiliser pour dire quel type d'exercice a quel impact sur quel paramètre physiologique. Donc, si on veut des choses fines, vous, quand vous faites des études, c'est des dizaines, des centaines de personnes. On va prendre plein de mesures, mais on n'a pas assez de données pour faire fonctionner les algorithmes du type deep learning ou les algorithmes qui ont besoin de beaucoup de données. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait appel à Florent Abdelhameda, qui lui s'intéresse particulièrement donc, un type d'apprentissage machine avec un modèle qui marche super bien encore. C'est les arbres de décision et qui marche très bien avec des petits ensembles de données. Il arrive à trouver l'arbre optimal selon certains critères à partir d'un petit ensemble de données, etc. Donc, à ma connaissance, Mylène et Florent ont déjà commencé. Mylène a envoyé les données à Florent. Je suis copié sur certains courriels. Donc, voilà. Donc, je vois ce qui se passe, puis ça va démarrer. Et on va avoir de beaux résultats. Euh, pour la médecine comportementale, j'ai demandé à mon ami Simon, je lui ai dit, Simon, est-ce que je peux parler de tes projets? Parce que je ne peux pas vraiment euh, réclamer la paternité de cet axe de recherche, vu que nous l'avons importé avec l'arrivée de deux éminents chercheurs au LATES, du calibre de Mylène, qui font ça. Ils ont leur centre de recherche sur le Montréal ils sont implantés à l'hôpital Sacré-Cœur, etc. Donc, je me sens un peu, on est un peu imposters à dire oui, au LATES, on fait ça. C'est parce qu'ils se sont joints au LATES, ils ont ramené ça.
Donc, Wikipédia. Wikipédia a beaucoup d'informations, some of it by accident. Donc, médecine comportementale, c'est l'application aux modèles médicaux des acquis provenant des théories pratiques du behaviorisme. J'aime mieux la définition anglaise parce que behaviorisme, déjà, parce que ça me dit. Mais c'est ça. Euh, et c'est une nouvelle préoccupation au LATES, donc grâce au fait que Kim Lavoie et Simon Bacon se sont joints au LATES récemment. Et donc, ils ont ramené ça avec eux. Et une heureuse convergence avec la gestion de l'expérience client. Puis, je trouvais que c'était assez que le lien était assez intéressant pour que j'en parle pendant 2 ou 3 minutes. Bon, ça, c'est le TIC pour la médecine comportementale. Donc, parlons 2 mots de la Customer Experience Management. Euh, En 2015, je crois, il y a un éditeur de logiciels basé à Montréal. C'est une compagnie qui développe des logiciels de commerce électronique. C'est dans l'ADN du LATES. C'est l'origine de la signification de l'acronyme. Euh, donc, elle développe un logiciel de commerce électronique. En fait, l'un de leurs clients, c'est Mondou. C'est la chaîne de magasins pour les animaux. Et aussi Sport Expert. Donc, Sport Expert et Mondou utilisent le logiciel de cette compagnie-là. Et donc, le PDG de la compagnie qui a vu des présentations d'autres compagnies d'éditeurs logiciels et de marques qui montrent il montre un client qui se balade, par exemple, dans un magasin et qu'il reçoit plein d'informations pertinentes et utiles euh, et objectives sur les produits qui sont offerts, comme les magasins Amazon Go, etc. Et donc, les éditeurs de logiciels se vantent de pouvoir offrir ces fonctionnalités-là avec leur logiciel de commerce électronique. Et donc, mon ami Louis m'a dit, écoute, nous, on a les fonctionnalités de base, qu'est-ce qu'on doit rajouter comme fonctionnalité à notre logiciel pour que mes clients, qui sont des détaillants, donc des retailers, donc des Mondou, des IGA, des Sport Experts, etc., pour qu'ils puissent offrir ces expériences-là. Donc, c'est l'idée que je me balade, je vais dans un magasin, j'ai mon téléphone, je me balade, toutes sortes d'informations parmi, le système a plein d'informations sur moi, comme quoi ma conjointe aime tel type de viande. Il me rappelle l'anniversaire de ma conjointe. Il me dit que je fais des attention, que je ne vais pas prendre des trucs salés. Ça, j'ai ma conjointe qui me rappelle tout le temps. Donc, imaginez-vous avoir un envoi. Voilà. Donc, la vision de dire, OK, ben, qu'est-ce qu'il faut qu'on offre comme fonctionnalité? Ce que la plupart des éditeurs logiciels font, ils disent, OK, tu as besoin de faire une analyse de données. On va te pitcher des librairies d'apprentissage machine, et puis on va dire que notre logiciel fait de la gestion de l'expérience client. Nous, je dis nous, mais c'est essentiellement mon étudiant de doctorat qui est maintenant professeur-chercheur à l'UDF. Moi, c'est toujours mes étudiants qui m'ont fait bifurquer de sujets de recherche. Là, on les met sur une piste. S'ils sont ouverts d'esprit, ils s'égarent. Là, on découvre un autre monde super possible. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que quelle fonctionnalité on va ouvrir, je ne sais pas ce que l'application doit faire. Est-ce que quand tu rentres dans le magasin, est-ce que je dois te dire toutes les secondes, voici un spécial, etc. Quand est-ce que je te parle? C'est à quel moment que tu décides qu'est-ce que tu vas acheter? C'est quand est-ce que tu fais le choix? Parce que les informations que je vais t'envoyer, il faut qu'elles soient appropriées, on time. Il ne faut pas que tu t'écœures avec beaucoup de messages, et ainsi de suite. Donc, on s'est posé plein de questions. Mais on s'est dit à la base, c'est que pour toutes ces applications d'intelligence ambiante qui nous accompagnent dans notre quotidien, qui doivent être discrètes et être utiles juste là où il faut, en fait, c'est comme on a 2 processus parallèles qui, qui ont cours. Moi, j'ai besoin de vivre, donc de me nourrir, de me loger,
rester au chaud quand j'ai besoin. Je dois acheter un carton de lait, je dois acheter un manteau d'hiver, ainsi de suite. Donc, j'ai des processus de vie qui roulent, qui génèrent des besoins, et à un moment donné, j'interagis avec quelqu'un qui peut satisfaire ce besoin. Donc, c'est l'idée que j'ai deux processus concurrents qui communiquent, et à un moment donné, je vais interagir. Et il y a des facteurs qui influencent mes choix. Et donc, c'est bon de les connaître. C'est bon de connaître les préférences pour me proposer la bonne chose au bon moment. Ça fait un peu manipulateur. Ça l'est. Bon. Donc, là, on a commencé à regarder la littérature, les restrictions en psychologie, behavioral psychology, en social psychology, etc., etc. Et on est tombé sur un peu une synthèse. C'est quoi les différentes étapes d'un processus? Si je veux acheter le dernier iPhone, c'est quoi le processus par lequel je passe pour le moment? Donc, en fait, ça commence par ce qu'on appelle le goal desire. Donc, d'abord, je veux plein de choses. Je veux une moto, je veux un iPhone, je veux une piscine creusée. Je peux désirer plusieurs choses, motivé par différents facteurs d'influence, comme est-ce que c'est faisable, comment je vais me sentir si je vais l'avoir, comment je vais me sentir si je ne vais pas l'avoir, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'avoir, comment je m'identifie ou comment les autres personnes me voient, ça c'est social identity. Combien de fois dans le passé j'ai acheté des motos, etc. Après, je fais un choix de tout ça, je vais prendre un objectif que je vais poursuivre. Ça, c'est le goal intention. Ça, c'est goal intention. Donc là, je fais le choix de cet objectif. Après, je vais planifier comment je vais atteindre cet objectif. Alors, ça peut être, tiens, je vais acheter une auto, donc il faut d'abord que je regarde les vidéos sur le web. Puis après, il faut que j'aille voir un certain nombre de concessionnaires. Après, je vais faire l'exécution, travailler, et puis après, alors, il se trouve que le processus d'achat est similaire un peu au processus d'adoption de comportement. Les deux premières étapes ne sont pas les mêmes, mais les deux étapes sont les mêmes. Donc, si je veux arrêter de fumer, euh, c'est quoi les étapes, par quelle étape je passe? Donc, ça, c'est le behavioral desire. Donc, je veux arrêter de fumer, je veux manger moins, je veux exercer plus, je ne peux pas faire tout ça en même temps. Comme lorsque j'ai arrêté de fumer, j'ai dit à ma mère, mais je bois un peu plus. Elle m'a dit, je dis, écoute, je ne peux pas tout faire. Je changerai un péché pour un autre, un peu plus facile. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était le fun de voir que c'est les mêmes théories qui sont sous-jacentes au. Et l'idée de base, c'est une bonne connaissance de l'usager qui permet d'orienter le processus vers l'issue pour lui. Alors, c'est à nous de choisir la bonne issue selon le domaine. Et puis, on s'est dit dans la mission du LATES, c'est que ça doit être socialement responsable. Et donc, c'est là que mes amis Simon et Kim viennent. Ils font partie d'un projet pan-canadien qui s'appelle Acceleration. Il y a une application déjà en ligne qui s'appelle Acceleration for Health. Je vais l'avoir pour encore peut-être un 5 minutes. Donc, Acceleration for Health. Donc, c'est une plateforme qui aide les gens à adopter, par exemple, à faire plus d'exercice physique, à manger mieux, etc. Donc, on s'inscrit sur la plateforme, ça démarre le processus, il y a un certain nombre d'étapes à faire toutes les semaines, on reçoit des bilans, et puis voilà. Donc, it will run you through the process de A jusqu'à Z. Et donc, ils sont en train de travailler sur la version suivante. Euh, ils veulent mettre en place une représentation plus riche et une prestation plus flexible de ces programmes de changement de comportement ou de ces nouveaux programmes d'adoption de comportement. Aujourd'hui, quand vous vous inscrivez sur Acceleration, je l'ai fait, en fait, il y a comme un countdown qui démarre. Vous ne pouvez rien retarder. Tac, il y a une horloge qui part.
Au bout d'une semaine, tu reçois une affaire. Au bout de 2 semaines, tu reçois une affaire. 3 semaines, tu reçois une affaire. Après, au bout de 6 semaines, OK, you're done, you fail. Enfin, non, il ne dit pas you fail, je n'étais même pas rendu là. Mais je me suis inscrit avec l'idée de commencer à jouer avec le système, mais avant même que je fasse quoi que ce soit, l'horloge est partie. Ça, ce n'est pas le problème que les chercheurs de ce programme ont mal conçu leur, leur régime de changement de comportement. C'est que la compagnie informatique qui a implanté ça avait un processus. C'était commode pour eux d'avoir un processus rigide. C'est we'll just run through it, puis voilà, c'est fini. Donc, l'un des intérêts pour vous de travailler avec nous, c'est que nous, on veut, enfin, je dis vous de façon générale, c'est que nous, on veut s'assurer que l'outil informatique ne soit pas limitatif par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, que ce soit un outil d'expression. Vous devez être capable, if you can imagine it, you should be able to build it. Maintenant, si vous ne savez pas quoi, ben, on n'est pas plus. Si vous me dites, je ne sais pas quel facteur fait que la personne a l'ostéopathie ou je ne sais pas quoi, ça, je ne peux pas vous aider. Mais si, idéalement, si vous pouvez l'écrire sur papier, on devrait pouvoir le faire sur logiciel. Donc, ça, c'est un peu le premier point. Le deuxième point sur lequel Simon et Kim travaillent, Simon s'intéresse beaucoup à la détection de ce qu'il appelle l'ambivalence. C'est quand je suis rendu à mi-chemin dans un programme d'exercice, puis je suis vraiment des efforts, mais je ne trouve pas les heures, les journées sont longues. Donc, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de pied pour m'encourager, mais je suis comme borderline. Si on m'encourage, je vais continuer. Si on me décourage, je vais arrêter. Donc, Simon s'intéresse il essaye de détecter ces moments charnières-là. Alors, nous, les recherches utilisent l'IA, justement, c'est la reconnaissance faciale. Donc, les patients interagissent via vidéo, c'est essayer de reconnaître des expressions. Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes enthousiaste? Ou est-ce que vous faites la gueule comme ça? Ou est-ce que vous êtes comme ça? Moi, si on me dit est-ce que ça va, si c'est une interface texte, je vais dire oui ou non. Si c'est parole, je vais dire ouais. Ben ouais, c'est pas un oui. Pas un non, mais c'est un oui. Donc, c'est de pouvoir détecter ces nuances-là dans une interaction un peu plus riche que des interfaces texte. Une autre idée qu'on a eue, et ça, c'est un projet, où j'essaye de whitewash my interest dans la manipulation des consommateurs, euh, c'est de, de dire en fait, un autre problème, c'est des personnes avec un certain profil socio-économique, quand ils vont dans les épiceries, achètent des cosmétiques. C'est un peu la raison, c'est double, c'est éducation, c'est ne pas savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais aussi c'est les stratégies de merchandising que les épiciers utilisent. Donc, quand vous attendez à la caisse, ben, toutes les cochonneries sont là, etc. Donc, c'est développer une application pour détecter ça. OK. Euh, les perspectives, et là, je vais un peu long. Donc, nous venons d'obtenir, finalement, il y a à peu près une subvention RFCI de 1 million pour justement installer l'infrastructure qui permet de développer l'écosystème informatique dont on a parlé. Et en particulier, ça c'est à peu près la moitié de la subvention, c'est un User Experience Lab. Donc, où on peut observer les personnes qui interagissent avec ces applications, avec les casques, des masques, des machins, etc. Dans une cage de verre avec des caméras, des micros. Donc, ça, c'est en cours d'acquisition et d'installation. C'est un peu long. C'est beaucoup trop long. Mais, voilà. Donc, ça c'est une. Donc, on va avoir l'infrastructure pour faire tout ça. Du point de vue de ce qu'on veut faire, c'est asseoir un noyau d'expertise pérenne. Moi, je suis responsable un peu de l'axe santé connectée au LATES. Et moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on ait
un noyau d'expertise pérenne dans le développement d'applications en santé économique. Donc, ça prend des projets, ça prend des fonds de recherche. Le personnel, c'est difficile comme ça l'est pour tout le monde, pour un informatique. L'autre objectif, c'est de développer des créneaux de recherche win-win où les disciplines s'enrichissent mutuellement. Et ça, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Euh, Nous, on peut vous être utile, ça, il n'y a aucun problème. Travaillez avec nous, ça, you will win. Vous allez gagner. Donc, c'est d'essayer de trouver des problématiques spécifiques en informatique ou dans les autres disciplines où votre domaine euh, soit rend certaines problématiques qui normalement sont intraitables, la rend traitable, ou au contraire, des problématiques qui sont en général simples, mais vos applications posent un défi particulier qui fait que c'est intéressant et c'est challenging et ça fait avancer. Donc, ça, c'est question d'un peu négociation quand on essaye de définir ces choses. Donc, c'est pas facile. Mais, voilà, ça, c'est ça la perspective. J'avais mis un lien vers un petit. Je m'amuse à développer quelque chose pour Mylène, mais je pense qu'on n'a pas le temps pour ça. C'est une petite démo qui fonctionne à moitié, mais j'ai bien du fun avec ça et on n'a pas le temps pour ça. Alors, désolé de m'avoir demandé. Je suis un peu. Et désolé pour l'enregistrement. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question, mais je vais essayer de limiter à une. Vous avez justement parlé à la fin du côté win-win en recherche. Puis, ce qu'on remarque des fois, c'est que, par exemple, en clinique, on a des besoins technologiques qui, pour nous, ça fait des choses très novatrices.